Lors du tournoi annuel de débat d'une prestigieuse université du Royaume-Uni, sous les lumières éclatantes de la scène, les représentants de la jeunesse de 10 nations se tenaient sur l'estrade. Autour de Camille Dubois, la jeune Française, de commencer sa présentation, un concurrent britannique du camp adverse l'interrompit brusquement d'un ton froid et condescendant. Une personne venant d'un pays qui ne cesse de se débattre avec ses grèves et son instabilité sociale prétend parler de vision mondiale. Occupez-vous d'abord de vos propres problèmes. Immédiatement, des ricanements étouffés parcoururent l'auditorium. Certains commencèrent à chuchoter, d'autres fixaient Camille, attendant sa riposte, attendant qu'elle perde son sang-froid dans un éclat de colère. Mais elle ne fit rien de tel. Camille resta silencieuse pendant 2-3 secondes, son regard parfaitement calme. Elle se retourna vers sa table, prit un stylo et se pencha pour écrire une seule phrase sur une fiche blanche. Une seule phrase sans explication, sans la moindre trace de colère. Une fois terminée, elle releva la tête et brandit la fiche en l'air. Le concurrent britannique, qui quelques secondes auparavant affichait un air arrogant, se figea en voyant la fiche. Son expression changea progressivement, ses doigts se mirent à trembler légèrement. Moins de 30 secondes plus tard, il posa son micro et quitta la scène en silence. L'auditorium entier plongea dans le silence pendant un instant, avant d'exploser en un tonnerre d'applaudissements assourdissants. Que diable était-il écrit sur cette fiche? Avant même le début de ce tournoi international, Camille savait qu'elle ne serait pas facilement reconnue. La compétition se déroulait au Royaume-Uni, dans l'amphithéâtre ancien d'une université séculaire. Sur les murs de pierre, les bannières d'universités du monde entier étaient solennellement accrochées, mais son familier drapeau tricolore bleu, blanc, rouge était manifestement absent. Sur son formulaire d'inscription, elle avait clairement indiqué « France ». Mais à son arrivée, son badge portait l'inscription « Région Provence ». Elle s'approcha du bureau d'enregistrement pour demander une correction. L'employé se contenta de sourire et de dire « Le système est configuré par défaut, comme ça je ne peux rien changer ». Elle n'insista pas. Elle retourna son badge, l'épingla à l'intérieur de son veston, ne laissant visible que son nom, Camille Dubois. Elle était habituée depuis longtemps à ce genre de mépris silencieux. À l'étranger, que ce soit dans les cercles académiques ou les lieux publics, elle devait toujours répondre à la question qu'elle détestait le plus. « D'où venez-vous » Chaque fois, elle voulait répondre « de France ». Mais quelqu'un demandait inévitablement « Oh, ce pays avec ses manifestations constantes et ses problèmes sociaux complexes ». Elle apprit à sourire, à rester silencieuse. Parfois, elle voulait rétorquer « Et vous sauriez vous faire la différence entre l'Écosse et l'Angleterre ». Mais la plupart du temps, elle gardait ses répliques pour ses essais, ses discours et ses actions. Elle n'était pas venue ici pour se disputer. Elle était venue pour gagner. C'était un tournoi de débat international de haut niveau pour la jeunesse. Chaque participant devait s'exprimer dans sa langue maternelle et être capable de comprendre couramment les autres langues. Elle était la seule candidate à débattre en français et l'une des rares venant d'un pays souvent caricaturé sur la scène internationale. Le premier jour, son adversaire était un étudiant en droit allemand. Il se montra très courtois et posé. Ils débattirent sur le thème « Les réseaux sociaux devraient-ils avoir des limites dans l'expression de l'opinion publique ?» Elle cita des preuves et des études de cas provenant de toute l'Europe. Son adversaire commenta « Votre point de vue et vos arguments sont radicalement différents des nôtres Européens du Nord, mais c'est précisément ce qui leur donne autant de poids. » Elle gagna et passa au tour suivant, sous des applaudissements nourris. Au deuxième tour, elle affronta une doctorante indienne en sociologie. Le sujet était « La mondialisation culturelle, Hérode, T. Elle les traditions locales ». Son adversaire parlait sans relâche, tandis que Camille, dans un style sobre, pointait lentement chaque faille de son argumentation. Elle conclut par une phrase courte, prononcée avec le léger accent de sa Marseille natale, ce qui enchanta le jury. Ce jour-là, un coach britannique s'approcha d'elle, sourit et l'avertit « Votre prochain adversaire ne sera pas aussi civilisé ». Elle marqua une pause. L'homme lui tapota l'épaule et s'éloigna. Troisième tour. Son adversaire était Simon Taylor, un étudiant britannique, président du club de débat d'une université renommée et une étoile montante des médias. Quand Camille l'aperçut en coulisses,
Il plaisantait avec un bénévole parlant très vite ces mots chargés de sous-entendus. J'ai entendu dire que la prochaine vient de ce pays toujours en grève. Et ils veulent qu'on la traite comme la représentante d'une grande nation. Quelle imagination! Camille ne dit rien, notant calmement les points clés du sujet dans son carnet. Son adversaire la regarda et lança avec un sourire moqueur. « Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous brutaliser. Je ne débat sérieusement qu'avec des adversaires de pays et stables. » En montant sur scène, le sujet fut annoncé. À l'ère de la mondialisation, les jeunes ont-ils encore besoin d'une éducation à la conscience nationale? L'atmosphère dans la salle devint tendue. Le jury était assis, impassible. En dessous des observateurs de nombreux pays, dont des professeurs, des étudiants et des dizaines de journalistes. Elle était parfaitement préparée, son argumentation claire. Durant les 5 premières minutes, elle exposa solidement que l'identité nationale n'est pas une exclusion, mais une preuve de confiance culturelle. Elle parla de la manière dont les petites cultures peuvent préserver leur identité au milieu du flot culturel mondial. Elle parla de langue, de mémoire de terre et de valeurs. Les applaudissements fusèrent. Ce fut au tour de Simon. Au début, il se contenta d'ironiser sur les exemples de petites nations qu'elle avait cités utilisant des anecdotes sur les tribus africaines de l'époque coloniale pour insinuer la position de la France aux yeux de certains occidentaux. Et puis il lança sa phrase assassine. Une personne venant d'un pays qui ne cesse de se débattre avec ses grèves et son instabilité sociale prétend parler de vision mondiale. Occupez-vous d'abord de vos propres problèmes. Un silence de plomb s'abattit sur la salle, non pas par surprise mais par familiarité. Familiarité avec l'arrogance d'un certain centrisme occidental. Familiarité avec l'hostilité latente envers les Européens du Sud. Familiarité avec l'utilisation de règles et de définitions pour tracer des frontières invisibles. Quelques étudiants internationaux rirent. C'était une réaction mêlée d'un sentiment de supériorité et de mépris. Camille baissa la tête, tourna une page. Silencieuse un instant, elle ne se précipita pas pour réagir. Elle savait que la précipitation était le plus grand interdit dans un débat, et une insulte comme celle-ci montrait surtout que son adversaire la sous-estimait. Elle poursuivit son exposé sans laisser paraître d'émotion, mais en accentuant la fermeté de sa voix. Elle utilisa les mouvements de protestation qui avaient eu lieu dans de nombreux pays ces dernières années, nés du déni culturel, pour prouver que le sentiment d'une identité niée crée des blessures pour les générations futures. Elle cita sa grand-mère. « Un nom n'est pas là pour prouver l'existence. Un nom est l'existence. » Elle ne mentionna plus jamais la France, mais utilisa une myriade de mots pour faire ressurgir cette idée encore et encore. Le débat entra dans la phase de confrontation directe. Simon attaqua sans relâche, utilisant des termes comme « démocratie chancelante »,« nation en proie au chaos social », coincée dans le piège de la croissance molle. Le jury dut le rappeler à l'ordre plusieurs fois. Mais plus il parlait, plus il s'enflammait, comme s'il voyait déjà la victoire. Dans les 3 dernières minutes, elle cessa de débattre. Elle posa son micro, ramassa une fiche de pointage vierge derrière elle et y écrivit une phrase. Elle écrivit lentement, mais sûrement. Une fois terminée, elle se leva et brandit la fiche. Simon la vit. Son sourire se figea instantanément. Le public en bas ne pouvait pas lire ce qui était écrit, mais il vit clairement sa réaction. Il était pétrifié, le visage blême, la main tenant le micro tremblante. 5 secondes plus tard, il se tourna vers le modérateur. « Je me retire ». Il ne donna aucune explication. Il tourna le dos et quitta la scène. Certains juges restèrent bouche bée, incapables de prononcer un mot. Camille resta là la main droite, tenant la fiche en l'air. 10 secondes plus tard, la salle explosa en applaudissements. La plus grande ovation de toute la compétition. Elle descendit lentement de la scène, tendit la fiche au jury, puis retourna à sa place sans un mot. Sur la fiche était écrit « Ne pas avoir sa place ne signifie pas ne pas avoir de position. Vous ne voyez pas car vous avez choisi de fermer les yeux. » Elle n'avait pas parlé de nation, n'avait collé aucune étiquette, mais cette phrase tranchante comme une lame déchira le voile de la fausse paix et rendit impossible à quiconque de prétendre ne pas voir. En coulisses, un membre du personnel murmura « Ça, c'est du vrai débat ». Après avoir quitté la scène, Camille ne regarda pas le public,
ne prêta aucune attention aux regards admiratifs du jury. Elle se rendit en coulisses, plia l'affiche, la rangea dans sa poche comme on range un passeport, dont on sous-estime souvent l'importance. Les applaudissements dehors résonnaient encore. L'écran géant en coulisses rejouait l'instant, l'image d'elle brandissant l'affiche. L'équipe technique s'agglutinait autour de l'écran, suivant les données qui se rafraîchissaient continuellement sur les réseaux sociaux. Les publications et les commentaires déferlaient comme une cascade, mais elle ne regardait pas. Assise sur une chaise, elle but une gorgée d'eau, puis baissa la tête pensive. 10 minutes après la fin du débat, quelqu'un posta le clip d'elle brandissant l'affiche avec la légende « La représentante française ne répond pas à l'insulte ». Elle écrit une phrase qui force son adversaire, l'abandon. En seulement 2 heures, la vidéo atteignit plus d'1 million de vues. Le hashtag « Vous avez choisi de fermer les yeux » devint rapidement une tendance sur de nombreuses plateformes. Quelqu'un fit une capture d'écran de l'affiche avec le texte « La France n'a pas besoin de votre reconnaissance pour exister ». D'autres firent un montage de l'insulte de son adversaire avec l'image d'elle silencieuse brandissant l'affiche. Certains retrouvèrent même de vieilles photos d'elle lors d'autres compétitions et postèrent avec la légende « Elle vient d'un endroit méprisé mais se tient sur la scène la plus affûtée du monde ». La tempête avait commencé. Le lendemain matin, le journal de la BBC mentionna spécialement ce débat. Une jeune Française interrogée sur la stabilité de son pays a répondu par une seule phrase, faisant capituler son adversaire sur scène. Elle n'a pas mentionné sa nation mais a pointé du doigt l'hypocrisie dans la perspective des grandes puissances. Peu après, The Guardian, Le Monde et The New York Times publièrent des éditoriaux quand l'image projetée ne peut plus définir l'existence, la jeune génération utilise d'autres moyens pour inscrire son nom sur la carte du tout-pan. Et monde. Ce n'est pas une question régionale, mais le fait que le monde devra faire face à ceux qui ne sont pas reconnus, contrairement à ce tumulte. Simone resta complètement silencieux. Il verrouilla ses comptes de réseaux sociaux et disparut pendant 2 jours. La conférence de presse préparée pour lui fut annulée. Les médias faisaient la queue pour interviewer Camille, mais elle refusa tout. Elle n'expliqua rien, ne fit aucune déclaration. Son professeur conseiller la trouva en train de lire à la bibliothèque, tournant les pages une à une, et ne put s'empêcher de demander « Tu ne comptes rien expliquer ?» Camille se contenta de sourire et de répondre « Je suis en train d'expliquer, monsieur. Je continue juste de me préparer pour la finale. » Pendant ce temps, la phrase sur l'affiche commença à être citée dans de nombreux domaines. Un journaliste international écrivit dans son commentaire « Vous ne voyez pas car vous avez choisi de fermer les yeux. » Ce n'est pas seulement la situation de la France, mais une question posée à l'ensemble du système international. Un stagiaire d'une organisation des droits de l'homme de l'ONU posta sur son profil « Je n'ai jamais vu une riposte aussi froide et aussi tranchante. Elle utilise le langage, mais c'est plus comme un couteau. » Un étudiant égyptien commenta « Je viens d'un bidonville, on m'appelle un apatride. Je pensais que si je n'avais pas de nom, je n'aurais pas de voix. Elle m'a montré qu'un nom n'est pas donné par les autres. » Camille resta silencieuse jusqu'au 3e jour. Simon apparut dans une émission de télévision. Le présentateur demanda sans détour « Pourquoi vous êtes-vous retiré de la compétition ?» Simon répondit avec un visage calme « Parce que j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire sur scène. » Quelle phrase! Il resta silencieux quelques secondes, puis dit « Je pensais qu'une compétition internationale était construite sur des règles, mais elle m'a fait réaliser que certaines personnes ne vivent pas selon les siennes. Règles. » Le présentateur dit « Elle n'a pas débattu avec vous, elle a juste écrit une phrase. » Simon baissa la tête. Cette phrase pesait plus lourd que n'importe quelle réfutation. Le présentateur murmura « Ne pas avoir sa place ne signifie pas ne pas avoir de position. Vous ne voyez pas car vous avez choisi de fermer les yeux. » Simon ferma les yeux. Elle a gagné. Pas seulement le débat. Cette nuit-là, l'interview devint à nouveau virale. Mais Camille, à ce moment-là, était en train de rédiger une lettre pour son ancien lycée. Sur son bureau de dortoir, elle préparait un résumé de son expérience pour l'envoyer à ce lycée de Marseille, où autrefois, elle avait été pénalisée lors d'un concours d'éloquence pour son accent du Sud jugé trop prononcé. Dans sa lettre, elle écrivit «
Je n'ai pas gagné cette compétition pour la France. J'ai juste prouvé une chose, nous n'existons pas, parce que nous sommes reconnus, mais parce que nous n'avons jamais disparu. C'est pourquoi nous devons être encore plus visibles. La veille de la finale, une concurrente néerlandaise vint la voir et lui demanda prudemment « Vas-tu encore écrire sur du papier ? Si j'avais été attaqué comme ça, je n'aurais certainement pas pu me retenir. » Camille sourit et répondit « Je ne suis pas doué pour les disputes, mais je laisserai quelque chose derrière moi. » L'autre fille dit « Quand je suis à côté de toi, j'ai l'impression que tu es comme un pays. » Elle ne répondit pas, hochant simplement la tête. Le dernier jour de la compétition, le ciel de Londres était gris, une pluie fine tombait. Camille se tenait devant la porte de son dortoir, un parapluie dans une main, un sac dans l'autre. Son professeur conseiller accourut lui tendant une feuille fraîchement imprimée. « L'annonce vient de tomber, regarde ça. » L'expression du professeur était compliquée. Elle prit le papier, une goutte de pluie, brouillant l'encre. Elle parcourut rapidement le texte, son regard inchangé, mais le bout de ses doigts se crispa, légèrement, froissant le papier. La finale n'autorise pas la présentation de sujets liés aux conflits politiques, à la nationalité et aux symboles nationaux. Elle comprit la signification de cette phrase. Elle comprit que ce n'était pas la première fois, mais cette fois c'était différent. Elle entra dans le lieu de la compétition. La salle était comble. L'équipe de télévision était prête, les projecteurs braqués sur le centre de la scène. Le sujet du débat final était écrit au tableau. Les jeunes devraient-ils encore se battre pour leur nation? Quelle ironie! Le modérateur annonça l'ordre de passage en commençant par un concurrent américain. Il parla avec aisance de responsabilité, de loyauté et du fait que la nation est ce qui vous donne tout. Ces mots étaient empreints d'un patriotisme fervent et d'une confiance toute occidentale. Ce fut au tour de Camille. Elle se leva, s'approcha du pupitre. À cet instant, toute la salle se tut. Elle regarda le public, puis les observateurs diplomatiques, assis au dernier rang. L'un d'eux fronça les sourcils, l'air sévère. Elle s'éclaircit la gorge et commença à parler lentement. Elle ne prononça pas le mot « France ». Elle ne brandit aucun drapeau, ne lança aucun slogan. Elle raconta simplement une histoire. J'ai grandi dans un endroit que vous ne connaissez peu, être que par les gros titres, car il est souvent mentionné pour ses aspects négatifs. J'ai appris la langue standard dès mon plus jeune âge. À l'école, quand nous lisions, nous devions le faire avec l'accent standard, sinon nous perdions des points. Mais ma grand-mère ne parlait que cette langue non standard. Chaque fois que je l'imitais, ma maîtresse me corrigeait. J'avais 7 ans et j'ai commencé à penser que la langue de ma grand-mère était incorrecte, fausse, et méritait d'être corrigée. Elle fit une pause, balayant la salle du regard. En grandissant, j'ai compris qu'en réalité, ma grand-mère parlait simplement de la manière qui lui avait permis de survivre. Et ce qu'on m'enseignait n'était qu'une technique pour effacer les autres sons. Le public ne riait pas, ne bougeait pas. Elle poursuivit. Je suis venu à ce concours. Quelqu'un a dit que l'endroit d'où je viens n'a que des problèmes internes et ne devrait pas parler de vision globale. Je ne lui ai pas répondu, mais je veux lui dire une chose. Elle s'arrêta, regardant le représentant assis au dernier rang. Ce pourquoi il vaut vraiment la peine de se battre dans ce monde, ce n'est pas la nation. C'est que lorsque vous direz « je viens d'ici », personne nulle part ne vous interrompe, ne vous nie ou ne vous force à l'effacer. Quelques juges commencèrent à prendre des notes. Certains la regardaient avec plus de sérieux. Même l'observateur diplomatique, initialement froid, hocha légèrement la tête. Elle n'utilisa aucun mot de réfutation, aucun terme politique. Dans les 30 dernières secondes, elle prit une profonde inspiration, puis sortit lentement de sa veste la fiche froissée. C'était la fiche qu'elle avait écrite le jour où Simon s'était retiré. Elle la déplia, la leva, puis la posa fermement sur le pupitre. Ceci est une fiche de pointage vierge. Le premier jour du concours, j'y ai écrit une phrase. Elle marqua une pause. Mais aujourd'hui, je veux qu'elle n'appartienne plus à une seule personne. Elle sortit une autre fiche de sa poche et y écrivit une phrase. Elle la brandit. La salle était silencieuse comme une tombe. Un nom peut être effacé, mais jamais oublié. Pas de drapeau, pas de slogan, pas de symbole. Mais à cet instant, tout le monde comprit d'où elle venait et ce qu'elle représentait. Certains juges avaient les yeux rougis, d'autres baissèrent la tête songeurs.
Les applaudissements commencèrent dans un coin reculé, puis se propagèrent progressivement submergeant toute la salle. La compétition terminée, Camille ne resta pas pour les interviews, n'apparut pas à la cérémonie de remise des prix. Elle traversa les coulisses, se faufila à travers la foule, prit son sac et quitta les lieux. À peine sorti, un étudiant britannique la rattrapa, lui tendant un carnet. « Pourriez-vous m'écrire quelque chose ?» Elle prit le stylo et écrivit sur la première page. « Je n'ai besoin de personne pour me représenter, ni de votre permission pour exister. » Elle signa de son nom « Camille Dubois », puis rendit le carnet avant de se fondre dans la pluie. 3 jours plus tard, le clip de ce débat fut rediffusé sur de nombreuses chaînes internationales. Le titre ne mentionnait pas. La France n'écrivait rien sur son pays, mais les commentaires étaient remplis de la même phrase. Elle n'a jamais mentionné sa nation, mais elle nous a fait retenir son nom. Les 2 phrases sur les 2 fiches furent traduites dans plus de 10 langues, imprimées sur des affiches de mouvements de jeunesse, des supports pédagogiques et sur la page de promotion du Forum des jeunes des Nations Unies. Et son discours de ce jour-là fut plus tard inclus dans les manuels de pragmatique des universités internationales, dans un chapitre intitulé « Ceux qui choisissent de fermer les yeux ». Le jour de son retour en France, un matin tôt à l'aéroport de Marseille-Provence, il n'y avait pas de cérémonie d'accueil, seulement sa mère qui attendait à la sortie. Sa mère sourit et demanda « Cette fois, as-tu réussi à le dire ?» Elle hocha doucement la tête. Sa mère demanda encore « Alors ont-ils compris ?» Elle baissa la tête et sourit. Ils ont vu maman. Elle n'avait pas crié, pas justifié, et n'avait pas essayé de prouver qui avait tort ou raison. Elle s'était simplement tenue sur scène, utilisant 2 fiches, 2 phrases, pour que le monde entier voie un nom longtemps occulté. Elle venait d'un pays jugé n'avoir que des problèmes internes, mais elle avait fait taire et écouté une puissante nation. Aucun drapeau n'avait été hissé, mais par ses actions, elle avait dit à tous que toute existence n'a pas besoin d'attendre votre reconnaissance pour être. Vous choisissez de fermer les yeux, cela ne signifie pas que nous disparaissons. Vous méprisez nos problèmes, cela ne nous empêchera pas de monter sur la scène mondiale. Elle avait gagné bien plus qu'une compétition. Elle avait gagné la dignité de milliers, de dizaines de milliers de personnes autrefois niées. Et si vous aussi vous avez été réprimés, effacés, reniés, dites-leur. Nous sommes toujours là, nous avons un nom, et nous n'attendons la définition de personne.